Lorsqu'on aperçoit un arc-en-ciel, c'est souvent interprété comme un présage de chance. À l'inverse, la vision d'un poisson des abysses est généralement considérée comme le signe de malheur imminent. Explorons ensemble ces anciennes légendes et la signification qu'elles pourraient avoir dans la vie moderne. En août 2024, les Californiens débutaient leur journée comme à l'accoutumée. Le soleil radieux les incitait à se rendre à la plage pour profiter du beau temps. Ils s'adonnaient au kayak et à la plongée, lorsque l'un d'eux distingua soudainement quelque chose d'inhabituel. Un poisson de très mauvais augure. La créature, mesurant près de 4 mètres, était un régalèque, un poisson dont seule une vingtaine de spécimens se sont échoués sur les côtes californiennes depuis 1901. Habitant les profondeurs obscures de l'océan, ils sont souvent associés à un désastre imminent. Mais pourquoi ? Selon le folklore japonais, ces créatures seraient annonciatrices de catastrophes. Considérées autrefois comme des serpents de mer, elles sont surnommées les messagers du palais des fonds marins. Elles quitteraient ce lieu majestueux uniquement pour prévenir les humains des ravages à venir. Et voici pourquoi les régalèques sont perçus comme des signes funestes. Leur apparition étant souvent suivie d'un tsunami ou d'un tremblement de terre. Les océanographes eux-mêmes reconnaissent la renommée de cette association troublante. C'est là que les choses prennent un tour étrange. Le régalèque s'est échoué près des côtes de San Diego le 10 août. 2 jours plus tard, le 12 août, un séisme de magnitude 4,4 a frappé Los Angeles. Et ce phénomène n'est pas inédit. En 2011, au Japon, environ 20 régalèques ont été retrouvés échoués le long des plages et des côtes de Tohoku. Peu après, un tremblement de terre de magnitude 9 et un tsunami ont frappé la région. Un incident similaire s'est produit aux Philippines. Le 8 février 2017, un régalèque a été aperçu. Et 2 jours plus tard, un séisme de magnitude 6,7 secouait la ville et les provinces voisines. Bien entendu, il est impossible de prouver que ces événements soient véritablement liés. La Seismological Society of America insiste pour dire qu'il ne s'agit que de superstitions. Et une étude récente ayant analysé ces coïncidences a conclu que cette association n'avait pas de fondement statistique. Mais peut-on dire qu'il n'y a véritablement pas de lien de cause à effet? Depuis des siècles, les humains ont observé que les animaux adoptèrent des comportements étranges, juste avant les catastrophes naturelles, qu'il s'agisse de séismes, d'inondations ou même de tsunamis. C'est comme si les animaux percevaient des signes qui nous sont invisibles. En réalité, cette théorie est soutenue par de nombreuses études scientifiques. Celles-ci montrent que les animaux sont capables de percevoir de subtils changements environnementaux, tels que des fluctuations du champ électromagnétique terrestre ou des infrasons, des éléments que l'homme ne peut pas discerner. Cela s'explique par le fait que la plupart des animaux disposent d'une gamme auditive plus étendue et de sens particulièrement affinés qui leur permettent de détecter les gaz émis par la Terre. Cette théorie s'est popularisée après le tsunami dévastateur de 2004, qui a ravagé plusieurs villes et villages d'Indonésie. La majorité des systèmes d'alerte conçus par l'homme ont cessé de fonctionner, échouant ainsi à prévenir la population du désastre imminent. Certains capteurs étaient hors service en raison de travaux de maintenance, tandis que d'autres zones côtières étaient dépourvues de tout système d'alerte au tsunami. Un bien triste concours de circonstances. Pourtant, dans les minutes et les heures précédant l'arrivée de la vague de 9 mètres, certains animaux ont perçu le danger et ont fui. Des témoins rapportent que des éléphants se sont précipités vers les hauteurs, des flamants roses ont quitté leur nid en basse altitude et des chiens ont refusé de sortir. Un habitant a observé un troupeau de buffles tournant leurs oreilles vers la mer avant de se lancer vers le sommet d'une colline. De nombreux rescapés du tsunami se sont fiés aux réactions des animaux comme signaux d'alerte. Et ce n'était pas la première fois que l'homme avait recours aux animaux pour sauver sa vie. Le premier récit officiel remonte à 373 avant notre ère. Bien que nous n'ayons pas été là pour le constater, l'historien grec Thucydide relate que des rats, des fouines et des serpents ont été vus fuyant la ville avant qu'un tremblement de terre massif ne s'y produise. Alors, qu'est-ce que les animaux peuvent s'en percevoir et que les humains ne détectent pas? Afin d'en savoir plus, des scientifiques ont installé des balises de biologging sur des vaches, des moutons et des chiens vivant en Italie. Pendant environ 6 mois, ils ont suivi ces animaux. Période durant laquelle plus de 18 000 séismes ont été enregistrés dans la région. Ce qui surprend le plus, c'est que les animaux commençaient à modifier leur comportement jusqu'à 20 heures avant qu'un tremblement de terre ne survienne. Avant un séisme, il se produit un phénomène appelé trou positif. Une charge électrique s'élève de la croûte terrestre vers la surface. Ce phénomène altère les molécules d'air dans les zones affectées
et les animaux semblent capables de capter ces signaux. Des indices suggèrent également que les animaux pourraient détecter des changements dans les nappes phréatiques. Avant les tremblements de terre, la pression sur les lignes de faille peut libérer du radon, un gaz capable de modifier la composition chimique des eaux souterraines. Les animaux dépendants de ces ressources pourraient ainsi percevoir ces variations et réagir en conséquence. Les oiseaux se montrent aussi particulièrement sensibles aux fluctuations du champ magnétique qui peuvent se manifester juste avant un séisme. Une autre étude a été menée près du mont Etna, l'un des volcans les plus actifs du monde, situé en Sicile. En 2002, une violente éruption avait anéanti un télésiège, 2 hôtels et plusieurs commerces à proximité de l'Etna. Au fil des années, un groupe de chercheurs a donc entrepris de surveiller les comportements des chèvres vivant aux abords du volcan. Leur grande découverte est survenue en 2012, lorsque les chèvres ont commencé à se comporter de manière erratique environ 6 heures avant une nouvelle éruption de lave. Les scientifiques ont ainsi pu prédire rétrospectivement près de 7 catastrophes en 2 ans. Et tout cela grâce à des chèvres. En 2014, un groupe de chercheurs étudiant les parulines à ailes dorées du Tennessee a observé un phénomène singulier. Les oiseaux avaient soudainement dévié de leur site de nidification habituel. Ces petits migrateurs ont parcouru 700 km depuis les montagnes Cumberland, où ils venaient d'arriver après un voyage de plus de 4800 km en provenance d'Amérique du Sud. Peu après le départ des parulines, une série de plus de 80 tornades s'est abattue sur la région, causant des dommages de plus d'1 milliard de dollars. Les chercheurs qualifient ce comportement de migration d'évacuation. Les oiseaux auraient perçu les tornades à plus de 400 km de distance. Les infrasons sont des indicateurs clés de catastrophes naturelles. Les tempêtes et les tornades génèrent des infrasons extrêmement puissants, capables de voyager sur des milliers de kilomètres. Il s'agit de très basses fréquences, situées en dessous de 20 Hz. L'audition humaine ne permet pas de capter ces sons. En effet, notre ouïe se situe entre 20 et 20 000 Hz. Cela signifie que nous pouvons percevoir des sons très graves, comme une basse profonde, jusqu'aux sons aigus, comme le bourdonnement d'un moustique à proximité de notre oreille. Les éléphants, pour leur part, peuvent entendre des fréquences en dessous de 20 Hz, ce qui les rend experts dans la détection de catastrophes. Les scientifiques pensent aussi que la capacité à percevoir les infrasons aide les oiseaux à éviter les tempêtes lors de leur traversée océanique. L'océan Pacifique, bien loin de mériter son nom, réserve souvent des tempêtes violentes aux courageux navigateurs qui osent le traverser et que leurs instruments satellites ne peuvent pas toujours détecter. Le Muséum national d'histoire naturelle de Paris mène actuellement un projet pour suivre plus d'une centaine d'oiseaux durant leur traversée annuelle du Pacifique. Avec le soutien de la Station spatiale internationale, les chercheurs tentent de comprendre comment ces oiseaux réagissent aux aléas naturels en cours de route. Mais cette idée ne fait pas l'unanimité. Certains scientifiques affirment que, bien que les animaux soient sensibles aux variations environnementales, il serait hasardeux de prévoir les catastrophes en se basant sur leur comportement. L'Institut d'études géologiques des États-Unis note que la majorité des observations de comportements inhabituels avant des catastrophes restent anecdotiques, et que des études à grande échelle n'ont pas encore établi de lien direct. Bien que nous ne possédions pas de capacité extraordinaire pour anticiper les catastrophes, certains indices peuvent néanmoins nous avertir du danger. Par exemple, si vous vous trouvez dans une zone où la foudre est imminente, vos cheveux pourraient vous en avertir en se dressant. Ce phénomène indique que la foudre se dirige droit sur vous. Ne perdez donc pas de temps et courez vous mettre à l'abri. Entrez dans un bâtiment, si possible. C'est la meilleure réaction à adopter dans une telle situation. Tu crois savoir ce qui se cache dans les profondeurs de l'océan? Alors que près de 95% de nos océans n'ont pas encore été explorés, il est difficile de ne pas laisser libre cours à son imagination. Mais grâce à de courageux explorateurs, à des caméras sous-marines et à de formidables archéologues, nous connaissons des créatures marines assez incroyables qui vivent dans nos eaux aujourd'hui et depuis des millions d'années. De l'araignée de mer de 2,7 mètres au mégalodon préhistorique de 18 mètres, ces habitants de la mer sont de toutes formes et de toutes tailles. Mais concentrons-nous sur les créatures sous-marines célèbres pour leur taille gigantesque. Peux-tu deviner quelle espèce vivante de baleine est la plus grande? Eh bien, ce n'est pas le rorqual, mais cela aurait pu, oui. Les orques sont des baleines dentées qui peuvent atteindre une taille de 7 à 9,8 mètres, ce qui est légèrement plus petit qu'un autobus scolaire. Et le narwal? Non, ce ne sont pas les plus grands non plus. Ces licornes des mers vivent principalement dans les eaux arctiques et mesurent entre 4 et 6 mètres de long, sans compter leur défense de 2,7 mètres.
Fatigué de chercher? Ok, je laisse tomber. La plus grande baleine qui existe encore de nos jours est la baleine bleue. Avec ses 25 à 32 mètres, la baleine bleue est non seulement la plus grande baleine que nous connaissions, mais aussi le plus grand animal ayant jamais vécu sur Terre. Sérieux? Ces animaux sont plus grands qu'un T-Rex et même que le mégalodon préhistorique. Si tu mettais une baleine bleue à côté d'un bus scolaire, on pourrait croire qu'elle va l'avaler. Imagine ça. Selon le National Geographic, la langue d'une baleine bleue peut peser autant qu'un éléphant. Et son cœur peut peser autant qu'une voiture. Cela ne semble même pas possible. Il n'est pas étonnant que ces géants doivent manger environ 4 tonnes de krill par jour. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'animaux vivants aujourd'hui qui puissent rivaliser avec les proportions gigantesques de la baleine bleue, il existe une espèce entièrement différente qui est un bon concurrent. Et ce n'est pas tout à fait ce à quoi tu pourrais t'attendre. C'est une méduse. Non, je ne parle pas des petites méduses qui s'échouent sur le bord de mer et qui gâchent une belle journée à la plage. Je parle de la méduse à crinière de lion, la plus grosse méduse qui existe. Cet invertébré peut atteindre jusqu'à 36,6 mètres de long. Elles existent aussi en différentes couleurs splendides comme le rouge, le violet ou même des nuances d'orange. Et comme si leur longueur n'était pas impressionnante, la méduse à crinière de lion possède 8 ensembles de 70 à 150 tentacules, ce qui signifie qu'elle peut en avoir jusqu'à 1200 au total. Et voici la géante raie manta océanique, le plus grand type de raie au monde. Leur envergure peut être plus longue qu'un autobus. Ces animaux peuvent atteindre 9,1 mètres de long. Ils ont également le plus gros cerveau par rapport à la taille du corps parmi tous les poissons. Contrairement à leurs cousines les raies, les mantas n'ont pas de queue venimeuse. Et alors que la méduse à crinière de lion et la baleine bleue n'ont pas encore été battues au titre de créature marine la plus longue, il existe une créature marine qui peut devenir encore plus grande en longueur. La galère portugaise, avec ses tentacules, peut atteindre une longueur de 50 mètres, selon le site mentalfloss.com. Bien que cette chose ressemble à une méduse, il s'agit en fait d'un siphonophore. Et il en existe des centaines, voire des milliers, qui sont génétiquement identiques. Leurs longs tentacules aident l'organisme à attraper ses proies, et leur piqûre est mortelle pour la plupart des animaux, et même pour les humains dans certains cas. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que si l'un des tentacules se détache de l'organisme pour une raison quelconque, il peut flotter dans l'eau pendant des jours avant de se décomposer. Même s'il se détache, ce tentacule peut encore te piquer. Mais ne fuis pas l'océan tout de suite. Les chances d'être blessé par une piqûre de galère portugaise sont plutôt minces. Cependant, si tu te fais piquer, les effets secondaires ne sont pas beaux à voir, avec des cloques, des crampes d'estomac, un rythme cardiaque élevé et des maux d'estomac. Même si tu ne veux pas t'approcher de ces longues créatures, elles sont vraiment belles à regarder. Regarde toutes ces couleurs. Le Chastasaurus est le plus grand reptile marin qui ait jamais existé. Ces prédateurs vivaient à la fin du Trias il y a environ 210 millions d'années. Ces géants incroyables pouvaient atteindre une longueur de 21 mètres et peser plus de 75 tonnes. Le Chastasaurus était donc aussi lourd qu'une baleine bleue. Et si tu pouvais mettre cette créature à la verticale, elle serait aussi haute qu'un immeuble de 7 étages. Malgré les apparences, elle était en fait assez mince pour sa taille. Sa cage thoracique mesurait seulement 2 mètres de large. On pourrait penser que ce grand gaillard dévorerait les autres dinosaures, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce reptile survivait grâce à un régime composé de petits poissons et de céphalopodes, comme les pieuvres et les calmars. L'Albertonecte est un excellent représentant de la famille des plésiosaures, ce qui signifie que ce reptile marin avait une petite tête sur un cou incroyablement long et de grands membres en forme de nageoire qui l'aidaient à se déplacer dans l'eau. Ces créatures occupaient les mers autour de l'Amérique du Nord il y a 76 à 70 millions d'années. La longueur de ce monstre des mers pouvait atteindre 11,5 mètres, le cou prenant 7 mètres de cette longueur. Son cou battait tous les records. Il comptait 76 os. Aucun autre animal connu de l'humanité n'avait autant de vertèbres dans son cou. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi ils avaient besoin d'un cou aussi long. Ils l'utilisaient peut-être pour ramasser des coquillages sur les fonds marins ou pour capturer leur principale proie.
les poissons et les calmars. Ce reptile aquatique avait également des gastrolites dans l'estomac, dont certains pouvaient atteindre un diamètre de 14 cm. Le Tylosaurus appartenait à la famille des mosasaures. Il dominait les mers peu profondes d'Amérique du Nord il y a environ 85 à 80 millions d'années. C'était un énorme prédateur, dont les plus grands représentants atteignaient 13 mètres de long. Il possédait un corps hydrodynamique étroit et une tête émoussée et puissante qu'il utilisait pour éperonner et assommer ses proies. Son corps était équipé de nageoires agiles et d'une longue queue ornée d'une nageoire facile à manœuvrer. Le Tylosaurus était carnivore et son régime alimentaire comprenait non seulement des poissons, des tortues et des petits requins, mais aussi d'autres mosasaures, des plésiosaures et des oiseaux incapables de voler. Voici l'Ophthalmosaurus. Ce reptile préhistorique a vécu à la fin de la période jurassique dans les océans du monde entier. Il pesait environ 2722 kg et mesurait environ 4,9 mètres de long, selon le site newdinosaurs.com. Soit à peu près la même longueur que le beluga de nos jours. Il est dommage que ces animaux se soient éteints avant que nous n'ayons eu la chance de les voir nous-mêmes, car leurs grands yeux caricaturaux et leurs traits de dauphin sont plutôt mignons. Bien sûr, les Ophthalmosaurus ont évolué au fil du temps pour devenir des ophtalmologues, ou médecins des yeux, comme nous les connaissons aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai, je voulais juste voir ta réaction. Le mosasaure est un prédateur véritablement gigantesque qui dominait les mers du monde entier il y a environ 66 millions d'années. Selon les preuves fossiles, certains spécimens pouvaient mesurer plus de 15 mètres de long. Cela fait de lui le plus grand carnivore marin de son époque. L'un des aspects les plus terrifiants de cette créature était sa tête de crocodile, ornée de centaines de dents tranchantes comme des rasoirs, organisées en 2 rangées sur les 2 mâchoires. Le fait est qu'il était assez difficile pour le mosasaure d'attraper ses proies dans l'eau. C'est pourquoi il possédait toutes ses dents ainsi qu'une particularité. Des dents ptérygoïdes ancrées sur les os du palais. Cela rendait la chasse et la prise de ses proies beaucoup plus faciles. Le Styxosaurus appartenait à la famille des plésiosaures et vivait à la fin du Crétacé, il y a environ 85 à 70 millions d'années. Au premier abord, tu pourrais confondre ce dinosaure avec un serpent de mer, et ce serait compréhensible de faire cette erreur. Les Styxosaurus mesuraient environ 10,6 mètres de long, mais leur long cou en forme de serpent mesurait plus de 4 mètres. Ils avaient un corps relativement petit et pesaient environ 4 tonnes. Leur bouche était pleine de dents pointues et coniques qu'ils utilisaient pour attraper les poissons. Ils n'avaient pas besoin de mâcher leur proie grâce aux 200 petits cailloux appelés gastrolites dans leur ventre, qui les aidaient probablement à digérer. En même temps, certains scientifiques pensent que le Styxosaurus utilisait ces pierres pour s'enfoncer au fond de l'océan à la recherche de types particuliers de poissons. Pour moi, ça ressemble un peu au monstre du Loch Ness, non ? C'était le plus gros poisson que notre Terre ait jamais vu, et sa morsure était assez puissante pour écraser une voiture. La plus grosse dent de mégalodon qu'on ait retrouvée mesurait la longueur d'une télécommande, soit 18 cm. Et il consommait environ 1100 kg de nourriture par jour. C'est l'équivalent de 3300 boîtes de thon. Les plus anciens fossiles de mégalodon remontent à environ 20 millions d'années. Mais vous ne verrez jamais son squelette. Et c'est parce que le puissant mégalodon n'avait pas d'os. Un squelette fait d'os confère à la plupart des animaux leur forme et leur force. Cependant, les requins proviennent de la même sous-espèce que les raies et les poissons-scies, et ont du cartilage à la place des os. Le cartilage est un tissu plus tendre et plus flexible que l'os, mais il est tout de même assez solide pour donner forme au corps et protéger les organes internes. Certaines zones du corps sont plus flexibles, puisque le cartilage y est moins robuste, et d'autres, comme la tête du requin, sont beaucoup plus résistantes grâce à un cartilage calcifié. Leurs museaux, cependant, sont faits d'un cartilage très souple, afin d'agir comme pare-choc en cas de collision avec certains obstacles. Qui sait s'ils seraient capables d'accomplir tout cela avec un pesant squelette. De plus, ce cartilage rend leur mâchoire plus adaptable, et ils peuvent ainsi ouvrir beaucoup plus grand la bouche qu'avec une mâchoire faite d'os. Notre héros, Meg, n'y faisait pas exception, et il avait la morsure la plus puissante de tous les êtres vivants, ce qui était également rendu possible par son squelette fait de cartilage. Les requins tirent pleinement parti de celui-ci.
il les aide à nager et à pivoter rapidement pendant la chasse. Un inconvénient de ce type de squelette est qu'il était vraiment difficile pour les scientifiques de déterminer la taille et la forme de notre meg. En temps normal, ils le feraient en étudiant un squelette fossilisé ou seulement quelques os. Mais dans le cas du mégalodon, ils ont dû émettre des suppositions sur la base des dents qu'ils avaient entretrouvées en les comparant avec celles de leurs parents vivants. Une imagerie 3D récente a été partiellement basée sur des scans de vertèbres que l'on avait découvertes dans les années 1860. Ce modèle a montré que Meg était plus grand, plus rapide et même plus affamé que les scientifiques ne l'avaient cru auparavant. Il semblerait qu'un mégalodon moyen mesurait 16 mètres de long. C'est légèrement plus grand que la hauteur du